Dans Solo Leveling, au Japon, d'énormes camions Ben déversent des quantités massives de cristaux magiques dans les rues. Yuri Orlov affirme que 200 000 tonnes de cristaux de mana devraient suffire à alimenter le cercle magique. Le Russe explique qu'il va d'abord ériger une barrière magique, encercler la porte, puis ajouter l'énergie nécessaire grâce aux cristaux de mana. Ensuite, le cercle magique puisera sa propre énergie. Cependant, quelque chose cloche, dit Yuri. Un agent lui demande s'il y a un problème et le chasseur de rang S précise que ce n'est pas lié au cercle magique. Il a plutôt l'impression que quelqu'un rôde dans les parages et demande « Qui es-tu? Montre-toi » alors que le maître des barrières s'écrie, demandant ce qui se cache là alors qu'il scrute l'horizon. L'agent se demande si quelqu'un oserait encore traîner dans les rues alors qu'une rupture de donjon est imminente. Mais Yuri précise qu'il n'a jamais dit qu'il s'agissait d'une personne. Perché sur un toit, Sung Il-wan, l'homme retrouvé dans un donjon et qui a affronté le monarque du givre, complimente les sens aiguisés de Yuri. Il remarque que ce n'est pas surprenant vu d'où vient sa force. De toute façon, il ajoute que tout commence enfin. Tout se déroule exactement comme le veut cette tragédie prédéterminée. Pendant ce temps, les forces militaires japonaises et leurs machines de guerre sont en état d'alerte. Kanae demande à quoi sert l'armée, puisque leurs armes n'ont pratiquement aucun effet sur les monstres. Sugimoto lui explique que si Yuri Orlov échoue, ils devront gagner du temps pour permettre aux chasseurs de la première ligne de se préparer à l'affrontement. Kanae compare leur situation à celle de chair à canon et Sugimoto lui répond qu'ils ne sont pas si différents, car en première ligne, ils verront directement à quel point les humains sont impuissants face à une catastrophe. Alors que Yuri et l'agent s'approchent de la porte, le Russe annonce que si tout se passe bien, il pourrait gérer seul le portail de rang S. Il ajoute qu'il aimerait être reconnu comme l'homme qui a vaincu un portail de rang S en solo. Pourtant, il existe déjà un chasseur plus digne de ce titre. En débouchant une bouteille, un agent lui fait remarquer que l'alcool n'est peut-être pas une bonne idée, mais Yuri écarte l'objection d'un revers de main. Il affirme qu'il s'agit simplement d'un toast pour détendre l'atmosphère avant de livrer le plus grand spectacle que les agents aient jamais vu. Il demande combien de chasseurs de rang S sont en attente et trouve qu'ils sont 15. C'est peu comme public, dit-il. Ensuite, il s'interroge sur ce que font les États-Unis et demande s'ils n'ont vraiment envoyé aucun chasseur de rang S en renfort. L'agent lui répond qu'un portail de rang S est apparu dans le Maryland et que 2 autres ont surgi en Angleterre, en Inde et ailleurs. Yuri fait une remarque, chaque pays doit être sous pression avec le manque de main-d'œuvre lorsque soudain l'agent reste bouche bée en voyant la porte rouge commencer à s'ouvrir. Et l'arc continue. Après que Jin se soit évanoui suite aux événements intenses du double donjon, il se réveille en regardant le plafond et s'assoit, se demandant s'il est à l'hôpital. C'est à ce moment que Jin-ho entre, excité de voir Jin éveillé, et commence à pleurer, lui demandant pourquoi il s'est réveillé si tard. Il mentionne alors que Jin est resté inconscient pendant 3 jours, ce qui alarme Jin, qui s'interroge à ce sujet. Jin-ho le confirme, tandis que notre protagoniste réfléchit à toute la fatigue qu'il a dû accumuler, surtout qu'il n'a pas pu se reposer. De plus, il n'arrive pas à chasser de son esprit la scène de la guerre. À cet instant, il se rappelle et demande à Jin-ho ce qui s'est passé avec le portail de rang S apparu au Japon. Jin-ho devient sombre. Les chasseurs et l'armée étaient terrifiés en voyant des géants émerger du portail. La peur s'intensifie car ces géants sont de très haut niveau, équivalents aux boss de portail de rang A, et ils commencent déjà à apparaître. Yuri Orlov les méprise et utilise sa magie de barrière, absorbant l'énergie des cristaux et la canalisant autour du portail de rang S pour former un champ de force. Un géant frappe la barrière, mais Yuri rit, se moquant d'un monstre provenant d'un simple portail de rang A qui pense pouvoir briser sa protection. C'est alors qu'une main surgit, repoussant le petit géant sur le côté, ce qui fait douter le Russe. Un titan colossal se dresse devant le portail, poussant Yuri à voir son grand-père lui faire coucou de l'autre côté du tunnel. La créature dégaine son épée et tranche la barrière en 2. Le père de Jin-ho se réveille d'une sieste et demande à son employé combien de temps il a dormi. Celui-ci l'informe qu'il était inconscient pendant 23h40 et qu'ils étaient prêts à l'emmener à l'hôpital s'il ne s'était pas réveillé après 24 heures, comme il l'avait ordonné. L'employé annonce alors 2 informations importantes. Premièrement, un patient s'est réveillé du sommeil éternel et il s'agirait apparemment de la mère de Jin-woo. Il se demande alors si Jin possède la capacité de guérir le sommeil éternel avant de demander quelle est la seconde nouvelle. Son employé ouvre la porte et présente une jeune femme. Alors que les deux commencent leur conversation, la scène se déplace au Japon où Yuri Orlov hurle en tombant dans la gueule d'un géant, se faisant engloutir d'un seul coup dans une vision terrifiante. Les tanks
tirent sur les monstres, bombardant les géants tandis que des hélicoptères déversent leur artillerie depuis le ciel. Sugimoto, debout en contrebas, donne l'ordre à son équipe d'attaquer. Minoru et Kanae entrent en action. Kanae prévoit d'aveugler le géant, pensant qu'il ne pourra plus suivre leurs mouvements s'il ne peut pas voir. Cependant, en un éclair, le géant riposte, balayant son épée dans leur direction et forçant les chasseurs de rang S à esquiver de justesse. Kanae est choqué, incapable de comprendre comment la créature peut être si rapide malgré sa taille. Pendant ce temps, un hélicoptère survole la scène terrible, retransmettant les événements en direct depuis Tokyo. Jinwoo regarde le massacre qui se produit au Japon à la télé, se disant que cela pourrait bien ressembler à ce qui s'est passé sur l'île de Jeju. Il se dit qu'il doit se dépêcher pour aider, mais une voix familière l'arrête en lui disant de ne pas y aller. Jin se retourne pour voir sa petite sœur qui lui répète une fois de plus de ne pas partir. Il lui demande ce qu'elle veut dire et elle lui répond qu'il est sur le point de partir, avant de baisser les yeux, silencieux et triste. Cependant, Jin nie tout cela, se levant et lui disant qu'il ne va nulle part, qu'il a trop travaillé ces derniers temps et qu'il prévoit de se reposer un moment. Il la rassure en lui caressant la tête. Plus tard, seul dans un parc, Jinwoo invoque Beru, qui le salue d'abord par « Votre Majesté » avant de se corriger en l'appelant « Mon roi ». Le monarque des ombres lui reproche de regarder des dramas au lieu de garder un œil sur Jinad. « Je suis au courant », dit-il. En lui demandant comment va sa petite sœur, l'insecte répond que son comportement est normal, mais Jin commence à soupçonner qu'elle pourrait avoir développé un traumatisme car elle ne l'a jamais empêché de partir, sauf lors de son premier raid il y a 4 ans. « Que dois-je faire ?» pense-t-il, marchant sur le trottoir. À ce moment-là, un véhicule s'arrête à côté de Jin. Après qu'une voiture inconnue s'est arrêtée à côté de Jinwoo, il est conduit dans un bureau où il interroge la raison de sa venue. Yoo Myung-han, le PDG de Yujin Construction, se présente et fait glisser un chèque sur la table, précisant qu'il n'est pas un homme arrogant qui pense que l'argent peut tout acheter, et encore moins un chasseur de rang S. Il demande plutôt à Jinwoo de considérer cela comme un geste de sincérité. Jinwoo comprend que ce qui va être dit est confidentiel et demande au PDG ce qu'il souhaite acheter. Myung-han révèle qu'il souffre de la même maladie qui a frappé la mère de Jinwoo. Cette révélation choque Jinwoo, qui lui demande si Jinho est au courant. Le père de Jinho répond que, mis à part son médecin, seules 3 personnes sont au courant, lui-même, sa femme et son secrétaire. Jinwoo comprend que l'information lui est désormais destinée et Myung-han confirme. Il explique qu'en cherchant un remède, il a découvert que la seule personne au monde à s'être rétablie de cette maladie n'est autre que la mère de Jinwoo. Il ne pense pas que ce soit une coïncidence et affirme qu'il veut simplement connaître la vérité. Il promet que s'il l'aide, il lui en sera éternellement reconnaissant. Le poids de cette décision pèse sur Jinwoo qui se dit « Aujourd'hui, je vais devoir faire un choix ». Un hélicoptère survole la ville en flammes. À l'intérieur, les reporters sont stupéfaits en voyant des géants semer la destruction, réduisant les bâtiments et les arbres en miettes, comme s'ils cherchaient à effacer toute trace de vie. Pire encore, ils dévorent les gens. Et nous aussi, demande le caméraman. Son collègue le rassure. Tant qu'ils gardent leur distance, ils devraient être en sécurité. D'après les recherches, le plus grand des géants reste près de la porte pendant que les autres se dispersent. Le reporter suppose qu'il attend quelqu'un ou qu'il protège l'entrée. Le caméraman remarque que, malgré sa respiration et ses mouvements, il ne semble pas vivant. Il agit plutôt comme une machine programmée. Le reporter rétorque que si c'était le cas, les canons auraient fonctionné. Jusqu'à présent, seuls 2 des 30 géants ont été éliminés en 2 jours. Je me demande s'ils arriveront à arrêter ça avant que le monde entier ne soit détruit. Pendant ce temps, au siège de la guilde asiatique, Jinho est sous le choc. « Tu veux vraiment aller au Japon ?» demande-t-il à Jinwoo. Il lui rappelle les nouvelles, insistant sur le fait que ces monstres sont anormalement grands et que la situation est bien différente de celle de l'île de Jeju. Le maître de guilde explique que s'il réussit, la Hajin Guild sera connue dans le monde entier. Jin réfléchit à la gravité de la situation, réalisant que même son vice-maître de guilde s'inquiète. « Très bien, j'y vais alors. » Jinwoo lève un sourcil. Jinho lui demande s'il a remarqué les similitudes entre les articles de presse sur les récents grands donjons. « Je n'apparais dans aucun d'eux, » dit-il en pleurant. Il ajoute que la seule chose dont il peut être fier, c'est d'être aux côtés de Jin et avoue que Jinwoo est sa fierté. Jin est surpris d'entendre ça de la part du fils d'un millionnaire. Jinho insiste, il veut aller où Jin va et lui demande de l'emmener avec lui. Mais Jin lui rappelle qu'il était contre cette idée il y a quelques instants et lui demande même s'il se souvient où il comptait aller. Jinho répond qu'il a confiance en lui et que tant que Jin est en sécurité, il le sera aussi. Jinwoo sourit avant de sortir. « Je plaisantais à propos du Japon, » dit-il en marchant. Il dit ensuite à Jinho de rentrer chez lui car il ressemble à un petit garçon triste. Sur le chemin du retour, Jin réfléchit à son incapacité à utiliser ses soldats de l'ombre.
Il réalise que l'architecte était à peu près de son niveau et qu'il existe forcément des adversaires bien plus forts. En saluant sa mère, il envisage d'abandonner l'idée d'aller au Japon. Après tout, il n'est pas un héros. Jin a des choix à faire et aussi, faudra rappeler au monstre que toucher à un journaliste est un crime de guerre et sera condamné par Sung Jin-woo. Après être rentré chez lui, Jin rejoint sa mère pour déguster un repas qui a l'air délicieux tout en réfléchissant aux choix qui l'attendent. « Je suis désolé, dit Jin, en faisant glisser le chèque de l'autre côté de la table. « Je ne pense pas pouvoir vous aider. » Yoo Myung-han, déconcerté, lui demande alors comment la mère de Jin a guéri. Jin répond que s'il le savait vraiment, il ne l'aurait pas gardé secret. Il se lève ensuite, expliquant qu'il doit partir et entre dans l'ascenseur. Jin-woo réfléchit. Yoo Myung-han est le père de Jin-ho, mais il ne sait toujours pas vraiment qui il est, ni quel genre de personne il représente. De plus, l'eau sacrée de la vie est limitée, il doit donc l'utiliser judicieusement. Malgré toutes les offres séduisantes qu'on lui a faites, aucune n'a touché son cœur. Il décide que s'il doit faire un choix, c'est maintenant. Pendant le repas, Jin dit à sa mère qu'il s'en va. Il sait que de nombreuses personnes sont plus fortes que lui, alors il doit rester sur le champ de bataille pour continuer à progresser. Sa mère lui rappelle que son père aussi se précipitait toujours lorsqu'on avait besoin de lui. Elle lui propose ensuite de l'aider à préparer ses affaires après le dîner. Plus tard, alors qu'elle est allongée dans son lit, Jin entre discrètement dans la chambre de sa petite sœur. « On doit parler, dit-il. » Jin s'assoit sur le lit, cherchant par où commencer, avant d'avouer qu'il a failli mourir récemment. Enfin, il frôle la mort tout le temps, mais cette fois, c'était vraiment sur le point d'arriver. Pourtant, il s'en est sorti et il est reconnaissant de toujours pouvoir rentrer chez lui. Alors cette fois aussi, je rentrerai. Il remercie ensuite sa sœur de l'avoir empêché de partir plus tôt, mais elle lui répond qu'il serait parti de toute façon. Jin sourit et admet qu'elle a raison, tout en lui promettant de la protéger, peu importe la distance qui les sépare. Plus tard, Jin et le président Go balancent quelques punchlines lors d'une conférence de presse avant de se serrer la main. Maintenant, on sait, il vit pour les caméras. Quelques heures plus tard, à l'aéroport, Jin-ho se promène avec un sac rempli, tandis que Jin, plus stylé que jamais, se tient debout, prêt à partir. La Hajin Guild s'envole pour le Japon et cet arc continue. Abonne-toi pour la suite.